Merci de nous rejoindre pour cette autre sortie d'International, le tour hebdomadaire de l'actualité mondiale sur CAMNews 24. Une fois de plus, nous allons bénéficier de l'expertise du journaliste consultant spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan, que j'accueille d'ailleurs sur le plateau. Bienvenue Ghislain. Au plaisir, Donald. Commençons tout de suite à explorer les sujets retenus dans le cadre de cette émission. Activité touristique a donc chuté de 6% depuis 2015 et les recettes générées de 3% en raison essentiellement des menaces terroristes dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous étions donc là en train de parler de l'Afrique de l'Ouest qui connaît une baisse particulière des recettes dues peut-être aux attaques terroristes et sûrement c'est l'économie qui en prend un coup. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest a les moyens nécessaires pour justement peut-être orienter son économie ailleurs que de toujours compter sur le tourisme? Non, je pense que le tourisme est un secteur intéressant dans la vie de chaque État. Pour ce qui est des recettes, on a l'économie touristique, on a l'économie, aujourd'hui on parle aussi de l'économie numérique. Non, c'est intéressant, c'est un secteur, le tourisme est un secteur intéressant. Vous avez des pays par exemple comme l'Égypte qui tirent essentiellement leurs ressources du tourisme. Ce n'est pas un secteur que l'on peut battre en brèche. Le problème maintenant, comme vous l'avez évoqué, il s'agit d'expliquer cette situation. Comment est-ce qu'on en arrive là? Évidemment, c'est parce que vous avez des bandes armées, des groupes terroristes, Boko Haram par exemple au Nigeria, vous avez aussi un ensemble de délinquants qui sèment la terreur dans ces pays-là. On parle de 8 pays qui forment l'UEMOA, qui a connu l'UEMOA, une baisse de 6% des activités touristiques et puis une baisse de 3% pour ce qui est des recettes. Cela s'explique concrètement par ces pays. On a le Niger par exemple, le Burkina Faso et le Mali qui sont qualifiés de lignes rouges, de pays pas fréquentables aujourd'hui par les Occidentaux, alors que ces pays sont des principaux pourvoyeurs, de principales destinations touristiques pour les Occidentaux. On peut donc comprendre que ces pays-là, étant qualifiés de lignes rouges, que cela se répercute sur les recettes qui en prennent un coup aujourd'hui, notamment dans l'espace UEMOA. Vous le signalez tout à l'heure, il n'est pas possible qu'on élude le côté touristique. Est-ce qu'on ne peut pas aussi explorer d'autres secteurs, justement, quand ça va mal du côté touristique? D'autres secteurs sont explorés, mais la question c'est, on a le sentiment que le tourisme est quelque chose de naturel. On bénéficie d'un paysage, d'une verdure, des terrains suffisamment aménagés. C'est un peu comme si c'est un don de la nature aujourd'hui. Donc il n'y a pas, je dirais, grand chose véritablement organisé. Vous verrez que dans les pays, le budget pour les ministères du tourisme ne sont pas très faramineux parce qu'il s'agit déjà des données naturelles. Donc il est plus facile d'aménager le tourisme dans un pays, de l'entretenir, que par exemple d'investir dans les infrastructures économiques et tout cela. Qui Donc, nécessite de gros de investissements. gros moyens. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va travailler d'abord avec les politiques, notamment à éradiquer la menace. Vous avez Boko Haram, vous avez les Shebab, vous avez Al-Qaïda, vous avez Al-Marabitoun, vous avez un ensemble de groupes qui aujourd'hui mettent en péril notamment la viabilité de cette aire d'accueil qui permettent évidemment un nombre d'Occidentaux de venir passer librement leurs vacances auprès des plages. Vous avez, à l'exception de la Côte d'Ivoire, dont malgré les attaques de Grand Bassam, parvient à se redresser et à être un bastion intéressant et attrayant en matière touristique. Les autres pays ont pris un sérieux coup. Justement, c'est là la question. Comment la Côte d'Ivoire parvient-elle à maintenir le cap, bien qu'elle soit peut-être frappée par des attaques terroristes de faible amplitude, mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire parvient? La Côte d'Ivoire parvient à maintenir le cap. Pourquoi? Parce que justement, la Côte d'Ivoire n'a pas été à répétition frappée. La Côte d'Ivoire ne connaît pas la crise, on va dire finalement, avec ses bandes armées comme le Niger par exemple, comme le Burkina Faso, qui a été véritablement frappé, ou alors encore comme le Mali. Hein. Ces trois pays ont sérieusement été frappés et ces trois pays aussi n'ont pas la même riposte pour ce qui est de la formation militaire que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même sur le plan économique la locomotive de l'UEMOA. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a suffisamment d'économie, suffisamment de moyens en termes d'organisation pour pouvoir constituer une armée et mettre en place une vigilance beaucoup plus accrue. On sait très bien que par exemple après les attaques de Grand Bassam, la France a décidé de dépêcher un bataillon, un contingent de militaires pour assurer, pour appuyer la sécurité
en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même un géant auprès du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger. Une destination privilégiée d'ailleurs pour certains Occidentaux. Oui, mais je pense qu'il faut que cela met aujourd'hui en exergue l'intérêt ou alors l'indispensable coordination des forces, notamment en zone dans l'Afrique de l'Ouest, pour notamment attaquer ces rebelles, que ce soit Boko Haram, que ce soit les Chebab, que ce soit Al-Qaïda au Maghreb, tout cela, Al-Marabitoun, quand je parle du Maghreb, je parle, vous avez l'Algérie, par exemple, avec Al-Marabitoun, qui quitte facilement de l'Algérie pour le Niger. Vous savez, le Niger est une nation aussi qui peut être considérée comme je sais pas, une base arrière de tous ces grands mouvements dissidents. Dans peut-être l'incapacité ou l'impossibilité de faire front aux groupes terroristes, est-ce que l'hypothèse d'un tourisme intercommunautaire n'est pas envisageable en Afrique de l'Ouest, justement pour redonner un nouveau souffle au secteur? C'est déjà fait. Parce que quand on vous fait, quand on évoque, par exemple, qu'entre 2014 et fin mars 2015, on a perdu, je crois, 3% en matière de recettes. Pourquoi? Et ce qui constitue, je crois, 2,1% du PIB communautaire. Donc, en réalité, il y a déjà un tourisme communautaire, mais qui n'est véritablement pas suffisamment organisé et qui, là, se sent plombé par ces mouvements dissidents, que ce soit perpétré par Al-Shabaab, par le groupe Shabaab, par Al-Barabitoun, par Ansar Dine, par tous ces grands groupes Boko Haram qui notamment sèment la terreur et surtout la frayeur. Alors, Justin, je voudrais que nous abordions un autre sujet, mais cette fois en République démocratique du Congo, où l'on parle beaucoup plus du report de l'élection et la candidature déclarée de Moïse Katumbi à cette élection présidentielle. Alors, je vais vous poser une question, je dirais simple. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui explique l'entêtement entre guillemets de Moïse Katumbi a déclaré sa candidature malgré tous ces procès initiés contre lui? Je pourrais aussi prendre la question dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que la candidature de Moïse Katumbi pose problème? Parce que quand vous dites qu'est-ce qui explique, c'est naturel. Chaque individu, chaque être humain, il est congolais de naissance. C'est clair. Alors, c'est un droit. Tout Congolais qui se sent capable, qui a l'âge révolu, je pense qu'il y a plus de 50 ans déjà, peut prétendre à la magistrature suprême. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça pose problème? Tant il est qu'il faut d'abord établir la relation que c'est parce qu'il veut être candidat qu'il a ce problème-là. Parce qu'en politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je pense très bien que sa candidature pose problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a démissionné du parti au pouvoir, premièrement. Deuxièmement, il y a 7 partis du pouvoir d'hier qui ont rejoint l'opposition pour créer le G7. Et c'est ce G7-là, justement, qui plébiscite Moïse Katumbi pour aller challenger Joseph Kabila Kabange. Voilà ce qui pose problème. Des gens avec lesquels vous avez travaillé hier, qui disent aujourd'hui, nous ne voulons pas que Kabange brigue un nouveau mandat, et donc, pour exprimer cela, nous nous séparons du clan, du parti au pouvoir, pour aller former un autre groupe, justement baptisé le G7. Ce groupe-là qui est bien évidemment de l'opposition déjà, mais différent de l'opposition, comment dirais-je, classique, de l'opposition qui est déjà existante. Donc il s'agit là d'une nouvelle opposition qui est constituée des anciens cadres du parti au pouvoir. Et cette nouvelle opposition, justement, plébiscite Moïse Katumbi, à travers explique elle, cette opposition, son CV, son parcours. On sait très bien qu'il était gouverneur du Katanga 2000, je crois, 2007 jusqu'à 2015, qu'il a démissionné en septembre dernier. Et c'est justement en septembre que ces mouvements, ces partis massivement ont fui le pouvoir pour l'opposition. Et regardez, cela coïncide entre sa démission en septembre, ces partis quittent le parti au pouvoir toujours en septembre. Donc il s'agit de quelque chose qui a été mûri par le groupe, par le G7, pour justement plébisciter un nouveau candidat, un nouveau souffle pour notamment le Congo, quand on sait très bien que la candidature de Kabange aujourd'hui pose problème au Congo, cristallise toutes les attentions, que ce soit au Congo et même au-delà de la République démocratique.
Est-ce que Moïse Katumbi aura les ressources nécessaires pour non seulement faire face au procès et bien sûr préparer l'élection présidentielle? Est-ce qu'il a les ressources nécessaires? Évidemment qu'il a les ressources nécessaires, mais pas autant que le pouvoir en place, mais il a les ressources suffisantes, notamment pour battre campagne, s'il arrive à être accepté. Il y a une chose, il est quand même le patron, le président, le patron du tout-puissant Mazembe, ce club de football triplement champion d'Afrique. Il a quand même été gouverneur du Katanga, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur. Il a les moyens. Et en même temps, quand on se jette dans une bataille comme celle-là, on a les appuis des partenaires. Il est le candidat du G7. Vous savez très bien qu'il s'agit de cette partie, comme je le soulignais, qui étaient auparavant au pouvoir, qui ont décidé de revenir en opposition. Vous croyez certainement qu'au sein de ces partis-là, il y a des hommes d'affaires très riches qui évidemment ont misé, parce qu'il s'agit d'un investissement en réalité, donc qui veulent aujourd'hui investir sur Katumbi et non plus continuer avec Joseph Kabila. Alors, ailleurs, on parlerait peut-être de gardes rapprochés. Par là, on parlera peut-être des vigiles ou alors d'agences de gardiennage. Mais pour Katumbi, on parle plutôt d'une milice. Est-ce qu'il est possible d'entretenir une milice dans un pays comme la RDC, comme celle qu'on dit appartenir à Moïse Katumbi? Évidemment qu'il est possible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la RDC est trucidée. Parce que justement, ce pays est gangréné par les milices. La RDC n'a que les milices en réalité. C'est pourquoi les conflits perdus, on n'arrive pas à trouver des solutions durables pour cela. Mais de là à dire que Moïse Katumbi entretient des mercenaires, puisque c'est ce qui est l'argument qui est brandi contre lui, il fait part de ce que ce n'est pas le cas. En réalité, jusqu'à ce qu'on puisse établir la relation entre Moïse Katumbi et le mercenaire, je pense que pour l'instant, d'aucuns estiment qu'il est simplement accéléré. Pourquoi? Donc il est entre l'harcèlement du pouvoir et la ferveur populaire. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, quand on regarde les meetings, il a vraiment l'appui d'une grande frange de la population qui veut véritablement rompre avec Joseph Kabila Kabange au pouvoir et pourquoi pas embrayer avec son nouveau souffle incarné par Moïse Katumbi. Sauf qu'il y a un souci également, c'est que ceux qui aujourd'hui plébiscitent Katumbi étaient aussi au pouvoir. Donc s'il y a des récriminations aujourd'hui à établir à l'endroit de Kabange, ils sont aussi quelque part responsables. Même si vous dites donc, on a fait le constat aujourd'hui que ça ne va pas, eh bien, on veut un sang neuf. Et ce sang neuf, on veut qu'il soit incarné par Moïse Katumbi. Alors concrètement, que vise cette restriction des libertés des responsables politiques qui sont engagés dans le jeu démocratique en République démocratique du Congo? Je pense qu'il s'agit d'une manette du pouvoir. C'est normal. Quand on est au pouvoir, il faut tenir ses ennemis très loin, enfin ses vis-à-vis de très loin. Maintenant, si vous voulez briguer le pouvoir, arrangez-vous à avoir un casier qui vous permette de briguer le pouvoir. N'ayez pas de casserole. Je pense que il s'agit d'une opération, c'est de bonne guerre en politique. On n'est pas là pour faire des cadeaux aux uns et aux autres. Encore faut-il maintenant établir la culpabilité des uns et des autres dans des actes qui pourraient nuire à leur volonté de briguer le pouvoir et ainsi d'évincer Joseph Kabila Kabange. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il est aujourd'hui beaucoup plus improbable que l'on organise l'élection présidentielle dans les délais au Congo, en RDC aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent, la Cour suprême, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle d'ailleurs a indiqué que c'est Joseph Kabila Kabange qui va assurer la transition, selon l'article, je crois, 75. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus aujourd'hui possible qu'on arrive à l'élection présidentielle. Et l'opposition estime qu'il faut non. Il faut plutôt se conformer, je crois, à l'article 70 qui dit qu'en cas de vacances, qui dit qu'en réalité c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Or, il se trouve que nous ne sommes pas dans la condition de vacances du pouvoir. On parle de vacances quand il y a décès du président, quand il y a destitution ou quand il y a maladie. Ce n'est pas le cas. Donc vous voyez qu'il y a entre la loi au Congo aujourd'hui, entre ce que vous, en tant que juriste, vous parlez de la loi, l'esprit de la loi, vous avez aussi l'article 73 qui dit qu'en réalité, le conseil électoral ou alors le conseil électoral doit organiser l'élection présidentielle 3 mois avant la fin du mandat. Donc normalement, en 7 ans, puisque le mandat de Kabange s'achève en décembre. Donc finalement, 75, article 75, article 70, article 73, vous comprenez qu'effectivement, c'est l'article 75 qui va primer puisque le Conseil constitutionnel a déjà tranché en disant qu'en cas de... Si on n'arrive pas à organiser l'élection présidentielle en décembre
16, ce qui est le cas, on ne va pas organiser. Kabila, Joseph, va continuer à gouverner. Alors, vous évoquiez plus haut hein, la ferveur populaire dont bénéficie peut-être une certaine classe opposante en RDC. Maintenant, qu'est-ce qui fait penser à l'opposition congolaise que le report de l'élection pourrait profiter au président Kabila? Effectivement, parce que le report de l'élection présidentielle, en réalité, ça fait que le calendrier glisse. Et cela laisse suffisamment de temps, je dirais, au président au pouvoir de créer un ensemble de choses. Je pense qu'on devrait aussi pu accepter de faire l'élection présidentielle avant de faire les élections législatives ou bien communales. Pourquoi? Parce que quand on fait les élections communales avant, ça permet qu'on élise les comités, les députés et les maires avant d'arriver à la présidentielle. Et donc on estime que reporter l'élection, c'est déstabiliser l'opposition qui a besoin à un moment précis de faire front, de faire bloc, de mobiliser les ressources. L'opposition n'a pas suffisamment de moyens pour tenir en réalité. Or, le pouvoir a une logistique. Vous voyez, ailleurs, on accuse le pouvoir de rapprocher l'élection. Vous vous souvenez, dans un pays, je crois, en Guinée équatoriale, où on avait critiqué le président d'avoir ramené l'élection présidentielle. Ici, on critique le président de vouloir reporter l'élection présidentielle. Donc, ça dépend maintenant de chaque contexte et de la position que le pouvoir, que celui qui tient les manettes a par rapport aux forces vives, aux forces d'opposition qui peuvent être aussi clinquantes, aussi bouillonnantes d'un pays à un autre. La République démocratique du Congo, c'est une actualité à suivre dans le cadre de nos différentes émissions d'international. Maintenant, je voudrais que nous allions ailleurs, peut-être en Afrique du Sud certainement, où une juge blanche a été suspendue mercredi par le ministère de la Justice après avoir suggéré sur Internet que le viol était partie intégrante de la culture noire, créant l'indignation dans un pays encore déchiré par les tensions raciales. Alors, ne pensez-vous pas qu'on aurait dû commencer peut-être par décrypter la pensée de cette juge avant qu'on ne prononce sa sanction? Non. Là, si vous prenez la question sur ce bout-là, ça veut dire que vous vous êtes arrêté uniquement aux déclarations de la juge qui a justifié, qui a fait part de ce qu'on a sorti ces paroles de leur contexte. Mais je pense que quand vous vous exprimez, il faut également tenir compte du contexte. L'argument qui peut passer, c'est qu'il s'agissait d'une conversation privée. Voilà. Elle était en train de vouloir aider une amie. Dans quel cadre est-ce que cette conversation était privée? Jusqu'à quel niveau on peut encore avoir des conversations privées? Elle a quand même tenu il y a cela plus d'un an, même si ce n'est qu'il y a cela quelques jours que la conversation a été, je ne dirais pas relayé, mais je dirais diffusé, puisque tout le monde a accès aujourd'hui. Je pense qu'il fallait commencer par là. Maintenant, quand on s'exprime dans un pays comme l'Afrique du Sud, il faut, je le disais tantôt, tenir compte du contexte. L'Afrique du Sud est un pays meurtri par l'apartheid. Vous savez très bien que toute déclaration qui pourrait prêter à confusion de ce point de vue est proscrite. Donc un pays qui, après 22 ans, est en train de travailler à combler ses blessures, à les cicatriser, qui n'arrive surtout pas aujourd'hui. Je veux dire, la ségrégation raciale n'a pas totalement disparu aujourd'hui en Afrique du Sud, même si vous allez me dire que depuis quelque temps, les présidents sont noirs, mais ce ne sont que des clichés. Vous savez très bien qu'il y a les townships, les villes pauvres de noirs en Afrique du Sud aujourd'hui. Le sport, par exemple, le football, où vous voyez beaucoup de noirs, c'est parce que le sport en Afrique du Sud est un sport, le football est un sport de pauvres. Le rugby, par exemple, il n'y a que des blancs. C'est le sport qui est le plus important en Afrique du Sud, le rugby, et non pas le football aujourd'hui, où vous allez me dire qu'il y a une mixité. En réalité, le football en Afrique du Sud, c'est le sport des pauvres, des noirs. C'est la raison pour laquelle les noirs y abondent. Donc dans un pays aussi fragile, étant un juge, il faut quand même toute proportion garder, maîtriser sa langue et savoir quel genre de propos tenir. Est-ce que ce n'est pas peut-être une récidive de la part de Mabel Jansen, puisque une conversation privée qui est autant relayée, on a comme l'impression qu'elle est suivie permanemment, peut-être parce qu'elle a constamment fait ce genre de déclaration. Oui, non, prenons le cas pour le cas. Elle a dit, c'est dans leur instinct, c'est ceci, les Noirs en réalité, ils estiment qu'ils ont le droit et que les femmes ne sont pas... tout simplement oui, et les femmes ne sont même pas consentantes, hein, quelquefois. Bon, cela de manière imagée remet en question la plaie, la distance, la cassure, la brisure déjà qu'il y a eu auparavant entre une communauté noire grande, majoritaire, et une communauté blanche minoritaire.
on estime que les Blancs sont minoritaires, mais qu'ils ont la majorité des richesses en Afrique du Sud. Et quand on le dit, c'est pour montrer que la mentalité des Noirs n'a pas évolué. Le Noir est caractérisé par son instinct grégaire, animal. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, pour dire qu'on peut donc comprendre aujourd'hui que les Noirs soient toujours à la traîne, comme quoi on ne devrait pas accepter, bon, moi j'essaie d'interpréter, accepter l'évolution du Noir, accepter cette mixité finalement qui prévaut en Afrique du Sud à travers leur drapeau. On parle du arc-en-ciel aujourd'hui, dont un mélange, un melting pot, un métissage. Ça, c'est ce que cela pourrait susciter. Ce qui n'est pas l'image que l'Afrique du Sud aujourd'hui veut présenter à la face du monde. Alors, les cas de viol si récurrents en Afrique du Sud, les cas de viol, comme je le disais tout à l'heure, si récurrents en Afrique du Sud, ne sont pas tout de même dénoncés à la police. Est-ce qu'on peut gérer, est-ce qu'on peut quantifier ces cas de viol? Oui, 43 200 viols entre 2014 et mars 2015, 79 viols par jour. Ça, il s'agit des chiffres, des statistiques rendus par la police ou alors par les services sociaux. En fait, il s'agit de ceux qui sont rendus auprès de ces services pour se déclarer. Mais il y en a qui préfèrent garder le silence par peur de représailles ou alors étant fatigués parce qu'il y a des récidives et puis il n'y a pas une suite favorable. Donc, quand vous avez 43 200 viols en cette période-là, 119 viols par jour, il s'agit de ceux qui sont déclarés. Alors, imaginez qu'il y ait plus que cela. Ça veut dire qu'en réalité, le viol, véritablement, fait partie des mœurs et quotidien en Afrique du Sud. Et il faut justement arrêter cela. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de condamner ce qui se passe. Alors, pour revenir au propos de la juge Mabel Jansen n'a-t-elle pas dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Effectivement aussi, c'est une façon. Et est-ce que la sanctionner aussi exprime aussi de manière symbolique une position que veut prendre le pouvoir pour montrer que non, ce n'est pas ce qu'on prêche, même si c'est la réalité sociale. C'est une réalité que l'Afrique du Sud veut changer. Et le changement, parfois, ne vient pas toujours parce qu'on dit ce qui se passe. En réalité, alors vous dites ce qui se passe, on vous frappe pour dire qu'en réalité, symboliquement, ce n'est pas ce qui devrait être. Est-ce qu'à travers la sanction de la juge, c'est un message? Je dirais oui aussi. Pourquoi? Parce que dans une Afrique du Sud, justement, quand on stigmatise les Noirs de cette façon-là, quand on finit par sanctionner une blanche, cela montre que le blanc et le noir, les deux ont le même droit. Mais est-ce qu'en même temps, cela va donner le message qu'il faut? Parce que est-ce qu'on a mené une enquête profonde pour pouvoir savoir si les dits de Mme Jansen épousent la réalité du terrain? La question se pose. Alors, Juscelin, on va continuer notre émission maintenant. On va partir du côté du Brésil. Ça vous dit quelque chose du Brésil? Oui, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Alors, il paraît donc, ou alors il s'avère que de ce côté-là, au Brésil, la destitution de Dilma Rousseff est désormais effective. Oui. Alors, la procédure de destitution est désormais effective avec le vote du Sénat qui a confirmé cette procédure de destitution. On regarde cet élément et puis on revient pour échanger. La présidente brésilienne Dilma Rousseff va céder sa place au vice-président Michel Temer. Les sénateurs réunis à Brasilia pour une session extraordinaire ont donc suspendu le mandat de la présidente qui sera soumise à un procès en destitution. 55 sénateurs ont voté pour, 22 contre. La présidente devrait être remplacée d'ici vendredi par son ancien allié devenu rival, le vice-président âgé de 75 ans. Michel Temer est un dirigeant du Parti du Mouvement démocratique brésilien, un parti du centre qui a quitté la coalition gouvernementale à la fin mars. Dilma Rousseff voit son mandat suspendu pour un délai maximum de 180 jours. Elle va affronter un procès en destitution organisé par le même Sénat. Michel Temer devrait assumer la présidence jusqu'aux prochaines élections générales, présidentielles et législatives prévues en 2018. Le Brésil tourne donc la page de 13 ans de gouvernement du Parti des travailleurs entamé en 2003. Alors, Dilma Rousseff estime qu'elle est chassée du pouvoir pour un crime qu'elle n'a pas commis. Est-ce que cet argument confirme la thèse d'un complot? Non, de son point de vue, il s'agit d'un complot puisqu'elle estime qu'elle a certes commis des erreurs, mais pas de crime. Est-ce que maintenant l'argument qui est brandi est suffisant pour évoquer, pour arriver à sa destitution? Ça dépend maintenant des mœurs brésiliennes. Aujourd'hui, la question a été posée au Parlement. Vous savez très bien que par le passé déjà, il y a cela quelque temps, l'Assemblée nationale s'est
prononcé en faveur, se prononcer pour sa destitution. Il était temps maintenant pour que le Sénat aussi passe à l'opération, ce qui est le cas. 55 sénateurs ont voté pour sa destitution, 22 contre, et voilà, le processus de destitution de la présidente est enclenché. Elle est donc suspendue pour au maximum 5 mois, le temps que l'enquête suive son cours, dont elle n'est plus présidente. Donc ça, là, c'est quand même intéressant pour la première femme présidente au Brésil. Ça montre une mauvaise image de la femme. Je pense que de la femme au pouvoir aujourd'hui, dont les Brésiliens aujourd'hui vont dire, voilà, il est clair que la femme ne peut pas nous gouverner, même si je pense qu'il faut le préciser, elle n'a pas détourné de l'argent, elle est simplement accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014, et parce qu'elle a maquillé, ça veut dire qu'elle n'a pas dit la vérité au peuple, et donc le peuple l'a voté en 2014 sans savoir la situation budgétaire du pays qui était déficitaire. Donc elle a fait ce qu'on appelle un pédalage budgétaire, je ne sais pas trop quoi. Alors, maintenant que la procédure de destitution est enclenchée, est-ce qu'il y aura peut-être une suite favorable qui pourrait ramener Dilma Rousseff aux affaires? C'est une possibilité, mais c'est un rêve. Parce qu'en réalité, quand vous partez déjà, beaucoup estiment que non, en réalité, elle est suspendue. Sauf que quand vous regardez un peu le scénario qui ressemble un peu au film hollywoodien, vous comprenez que Dilma Rousseff, depuis à un moment donné, connaissait, si vous voulez, un acharnement de ce vice-président Michel Temer, qui estimait qu'il n'avait pas suffisamment de place, suffisamment de poids, qu'il n'avait qu'un rôle de vice-président décoratif. Donc il y a un ensemble de choses. Quand vous relevez les dissidences au sein de son propre parti, il y a un ensemble, ce sont des dissidences qu'on se met, des cassures, des brisures qu'on se met aujourd'hui. Vous n'allez pas me faire comprendre que dans 5 mois, dans 4 mois, ces mêmes partis politiques vont fumer le calumet de la paix. Non, puisque le président, le vice-président d'ailleurs, a déjà regagné la présidence de la République, a déjà mis sur pied un gouvernement d'une vingtaine de membres, a déjà annoncé qu'il va faire un gouvernement de large coalition avec et le Parti travailliste et le Parti du centre et un ensemble de choses. Donc, vous comprenez qu'il s'agit à ce moment-là, si vous voulez, aussi de quelque chose qui a été dit à l'endroit de Dilma Rousseff. On peut comprendre véritablement sa déception. Alors, si la destitution devient définitive, le vice-président Michel Temer, qui restera bien évidemment au pouvoir jusqu'aux prochaines échéances électorales, sera-t-il candidat en 2018? Est-ce que la Constitution lui donne la possibilité d'être candidat en 2018, qui exprime d'ailleurs la fin du mandat de Dilma Rousseff? Je ne me suis pas penché sur la question de l'éligibilité, mais je pense que oui, parce que le vice-président en réalité n'est pas le président du Sénat. Je pense que c'est lorsque le président du Sénat assure l'intérim, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Vu que le vice-président, en réalité, je pense qu'il va juste conduire le pays jusqu'à la fin du mandat de Dilma Rousseff, qui, je pense, 5 ans, 2014, en 2019, 18 ou 18 par là. Donc, normalement, le président, je ne sais pas, ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais on peut s'interroger, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle à ce moment donné? Parce qu'il était déjà au pouvoir. Mais si j'ai bonne mémoire, je ne pense pas que ce soit intéressant qu'il brigue un nouveau mandat après 2018. Au cas où Dilma Rousseff ne revenait pas. Et croyez-moi, je ne suis pas sûr, je pense que les carottes sont cuites pour elle, parce que quand vous avez suivi l'attitude de Lula da Silva, qui a embrassé Dilma Rousseff, il a simplement dit qu'il était fatigué. Vous voyez, il est fatigué. On sait très bien que la cabale, c'est quand même contre le clan Lula, parce que Dilma Rousseff est sa pouliche. Alors, devant la scène, puisqu'il est venu, elle s'est exprimée avant de partir, lui, il a embrassé, et puis, il n'a pas dit qu'on se battra, comme il dit souvent, il n'a pas dit qu'on fera ceci, il a juste dit qu'il était fatigué. Peut-être fatigué de se battre. Et je pense quand même qu'il faut aussi noter ici, pour l'encourager, la séparation des pouvoirs, hein. La justice, l'exécutif et puis le législatif. Elle a d'ailleurs appelé le peuple à s'insurger contre cette position, la procédure de destitution qui est engagée contre elle. Est-ce que le peuple, la population brésilienne aura un mot à dire dans ce contexte? C'est ça le drame, non. C'est pourquoi on parle de sorte de coup d'État. Parce que Michel Temer, qui forme un gouvernement, en réalité, il forme un gouvernement avec les idées qui ne sont pas sûres. On n'est pas sûr que ces idées-là serait passé si on allait aux urnes. Donc vous voyez, c'est un peu comme on formait un gouvernement à partir du haut.
sans consulter la base, sans que le peuple puisse juger votre programme. Ce nouveau gouvernement a un programme validé par qui? Non pas par le peuple. C'est pourquoi beaucoup estiment qu'il s'agit quand même d'une sorte de filouterie qui finalement a payé et Michel Temer a gagné parce qu'il nourrissait, on le sait, beaucoup de mécontentement à l'égard de la présidente et qui occupait, ce qui est normal, tout l'espace. Quand on est vice-président, on garde sa place. Alors, c'est ici que s'achève cette édition d'International. On va tout simplement dire merci à tous ceux qui regardent cette émission de façon hebdomadaire. Et à vous, Ghislain, on se donne rendez-vous pour la prochaine sortie. Évidemment, avec le même plaisir. Merci à tous.